Bonjour, rapidement je remercie très chaleureusement déjà Hachmi Allais d'avoir accepté l'invitation qu'on lui a faite pour, et c'est tout le sujet de son livre, mettre Marguerite Yourcenar de nouveau en lumière, avec un livre particulièrement accessible sur son histoire littéraire, son mode de vie, on va en parler pendant l'interview. Je remercie également les éditions Flammarion qui nous ont mis l'ouvrage à disposition en dépit du fait qu'il est déjà épuisé. Donc c'est un petit peu l'occasion d'en faire l'acquisition parce qu'il est déjà épuisé. Je remercie également Juan Bravo qui est notre régisseur qui a conçu cette jolie diapositive sur laquelle vous voyez les illustrations issues du livre accompagnées de quelques citations tirées du livre et d'ailleurs de Yourcenar et d'autres. Je remercie également Sylvie, notre responsable adulte, qui va lancer cette rencontre avec la lecture à voix haute de l'édition jeunesse du conte « Comment Wang Fo fut sauvé », afin d'apprécier avant toute chose l'écriture de Yourcenar via ce conte particulièrement poétique et accessible. Comment Wang Fo fut sauvé. Le vieux peintre Wang Fo et son disciple Ling vagabondaient le long des routes du royaume des Han. Le royaume des Han, c'était le nom qu'en ce temps-là on donnait à la Grande Chine. Personne ne peignait mieux que Wang Fo les montagnes sortant du brouillard, les lacs avec des vols de libellules et les grandes houles du Pacifique vues des côtes. On disait que ces images saintes exauçaient d'emblée les prières. Quand il peignait un cheval, il fallait toujours qu'il le montrât attaché à un piquet ou tenu par une bride, sans quoi le cheval s'échappait au grand galop du tableau pour ne plus revenir. Les voleurs n'osaient pas entrer chez les gens pour qui Wang Fo avait peint un chien de garde. Wang Fo aurait dû être riche, mais il aimait mieux donner que vendre. Il distribuait ses peintures à ceux qui les appréciaient vraiment, ou bien les troquait contre un bol de nourriture. Il ne chérissait que ses pinceaux, ses rouleaux de soie ou de papier de riz, et ses petits bâtons d'encre de diverses couleurs qu'il frottait contre une pierre pour en mélanger la poudre avec un peu d'eau. Ling, en échange de ses leçons, lui donnait tous les soins qu'un disciple doit à son maître. Il mendiait du riz quand Wang et lui étaient à court de piécettes d'argent, et quand les gens étaient trop avares pour donner, il volait. Il massait le soir les pieds fatigués du vieux, et le matin, il se levait de très bonne heure pour aller voir aux alentours s'il n'y avait pas un paysage que le maître aimerait peindre. Un soir, au soleil couchant, ils atteignirent les faubourgs de la capitale et Ling chercha pour Wang Fo une auberge où passer la nuit. Le vieux s'enveloppa dans des loques et Ling se coucha contre lui pour le réchauffer, car le printemps commençait à peine et le sol de terre battue était encore gelé. Ling souffrait de la saleté de l'auberge, mais le vieux s'enchantait des ombres tremblotantes qu'une maigre lampe jetait sur les murs et des étranges dessins que faisaient au plafond les traces de la suie. À l'aube, des pas lourds retentirent dans les corridors et des commandements criés en langue barbare. Ling frémit, se rappelant qu'il avait volé la veille un gâteau pour le repas du maître. Ne doutant pas qu'on ne vînt l'arrêter, il se demanda qui aiderait demain le vieux à passer le gué du prochain fleuve. Les soldats entrèrent avec des lanternes. La flamme filtrant à travers le papier bariolé mettait sur leur visage des reflets rouges, jaunes et bleus. Ils rugissaient comme des bêtes fauves et la corde de leur arc vibrait à chaque cri. L'un d'eux posa rudement la main sur la nuque de Wang Fo qui ne pouvait s'empêcher d'admirer la broderie de leur manteau. Soutenu par son disciple, Wang Fo les suivit en trébuchant le long des routes inégales. Les passants attroupés se moquaient de ces voleurs qu'on menait sans doute exécuter. À toutes les questions de Wang, les soldats répondaient par une grimace sauvage. Ses mains ligotées souffraient, et Ling, désolé, regardait son maître en souriant, ce qui était pour lui une façon plus tendre de pleurer. Ils arrivèrent sur le seuil du palais impérial dont les murs violets mettaient en plein jour un temps de crépuscule. Les soldats firent franchir à Wang Fo des salles rondes ou carrées dont les formes symbolisaient les saisons, les points cardinaux, la lune et le soleil, la longévité et la toute-puissance. Les portes tournaient sur elles-mêmes en émettant des notes de musique
et leur agencement était tel qu'on parcourait toute la gamme en traversant le palais de l'aube au couchant. Enfin, le silence devint si grand qu'on osait à peine respirer. Un esclave souleva un rideau et la petite troupe entra dans la salle où trônait le Fils du ciel. C'était une grande pièce soutenue seulement par d'épaisses colonnes de pierre bleue. Un jardin s'épanouissait tout autour et chaque fleur de ces bosquets appartenait à une espèce rare venue d'au-delà des océans. Mais elles étaient sans parfum, de peur que les méditations du dragon céleste ne fussent troublées par de bonnes odeurs. Un mur énorme séparait le jardin du reste du monde, afin que le vent qui passe sur les quartiers des pauvres et les champs de bataille ne pût se permettre de frôler la manche de l'empereur. Le maître céleste était assis sur un trône de jade, et ses mains étaient ridées comme celles d'un vieillard, bien qu'il eût à peine 20 ans. Comme ses courtisans, rangés au pied des colonnes, tendaient l'oreille pour recueillir le moindre mot sorti de ses lèvres, il avait pris l'habitude de parler toujours à voix basse. « Dragon céleste, dit Wang Fo prosterné, je suis vieux, je suis pauvre, je suis faible. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as 10 000 vies, je n'en ai qu'une et qui va finir. Que t'ai-je fait? On a lié mes mains qui ne t'ont jamais nui. Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo, dit l'empereur. Sa voix était si douce qu'elle donnait envie de pleurer. Il leva sa main droite, que les reflets du pavement de jade faisaient paraître verte comme une plante sous-marine, et Wang Fo, émerveillé par la longueur de ses doigts minces, chercha dans ses souvenirs s'il n'avait pas fait de l'empereur ou de ses ascendants un portrait médiocre qui méritait la mort. Mais c'était peu probable, car Wang Fo jusqu'ici avait peu fréquenté la cour des empereurs, lui préférant les huttes des fermiers ou, dans les villes, les tavernes le long desquelles se querellent les portefaix. « Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fo ?» reprit l'empereur en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait. « Je vais te le dire. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures au fond de son palais, et c'est dans ces grandes salles que j'ai été élevé, vieux Wang Fo, car on ne me permettait pas de sortir, de peur que la vue de malheureux ne me troublât l'esprit ou ne m'agitât le cœur. Personne, sauf quelques vieux serviteurs qui se montraient le moins possible, n'avait le droit de franchir mon seuil de crainte que l'ombre de ces passants ne s'étendît jusqu'à moi. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je regardais tes peintures, et pendant 10 ans, je les ai regardées toutes les nuits. Le jour, assis sur un tapis dont je savais par cœur les dessins, reposant mes mains sur mes genoux de soie jaune, je me représentais le monde, le pays de Han au milieu, pareil à la plaine creuse et monotone de la main que sillonnent les lignes profondes des 5 fleuves. Tout autour la mer, où naissent les monstres, et plus loin encore les montagnes qui supportent le ciel. Et pour m'aider à me représenter toutes ces choses, je me servais de tes peintures. À 16 ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. J'ai commandé une litière secouée sur des routes dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres. J'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver les jardins pleins de femmes semblables à des fleurs et tes forêts remplies d'antilopes et d'oiseaux. Les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans. La laideur des villages m'empêche de voir la beauté des rizières et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti, Wang Fo, vieil imposteur. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes, et je ne suis pas l'empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, vieux Wang, par le chemin des 1000 courbes et des 10 000 couleurs. Toi seul règnes en paix sur des plaines couvertes d'une neige qui ne peut fondre, et sur des champs de fleurs qui ne peuvent pas mourir. Et c'est pourquoi, Wang Fo, j'ai cherché quel supplice te serait réservé à toi dont les peintures m'ont dégoûté de ce que je possède et donné envie de ce que je ne posséderai pas. Et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux, puisque tes yeux sont les 2 portes magiques qui t'ouvrent ton royaume.
Et puisque tes mains sont les 2 routes aux 10 embranchements qui mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris, vieux Wang Fo ? En entendant cette sentence, le disciple Ling arracha de sa ceinture un couteau ébréché et se précipita sur l'empereur. 2 gardes le saisirent. Le fils du ciel sourit et ajouta dans un soupir : « Et je te hais aussi, vieux Wang Fo, parce que tu as su te faire aimer. Tuez ce gueux. » Ling fit un bond en avant pour éviter que son sang ne vînt tacher la robe du maître. Un bourreau le décapita d'un coup de sabre. Les serviteurs emportèrent ses restes et Wang Fo, désespéré, admira la belle tache écarlate que le sang de son disciple faisait sur le pavement de pierre verte. L'empereur fit un signe et 2 esclaves essuyèrent les yeux de Wang Fo. « Écoute, vieux Wang Fo, dit l'empereur, et sèche tes larmes car ce n'est pas le moment de pleurer. Je possède dans ma collection de tes œuvres une peinture admirable où les montagnes, l'estuaire d'un fleuve et la mer se reflètent, infiniment rapetissées sans doute, mais avec une intensité qui surpasse celle des objets eux-mêmes, comme les figures qui se mirent sur les parois d'une sphère. Mais cette peinture est inachevée, Wang Fo, et je peux te forcer à l'accomplir. Si tu refuses, avant ton supplice, je ferai brûler toutes tes œuvres, et tu seras comme un père qui a vu mourir avant lui toute sa postérité. » Sur un signe du petit doigt de l'empereur, 2 esclaves apportèrent respectueusement la peinture inachevée où Wang Fo avait tracé l'image de la mer et du ciel. Wang Fo sécha ses larmes. Il sourit car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse. Il choisit un des pinceaux que lui présenta un serviteur et se mit à étendre sur la mer inachevée de larges coulées bleues. L'esclave accroupi à ses pieds broyait les couleurs. Il s'acquittait assez mal de cette besogne et plus que jamais, Wang Fo regretta son disciple Ling. Wang Fo commença par teinter de rose le bout d'un nuage posé sur une montagne. Puis, il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profonde sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide, mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne remarquait pas qu'il travaillait les pieds dans l'eau. Le frêle canot, grossi sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie. Le bruit des rames s'éleva soudain dans la distance, vif et cadencé comme un battement d'air. Il se rapprocha, remplit toute la salle, puis cessa, et des gouttes tremblaient, immobiles, suspendues aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge destiné aux yeux de Wang Fo s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans paralysés par l'étiquette se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien Ling. Il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats. Mais il avait au cou une étrange écharpe rouge. Wang Fo lui dit doucement en continuant à peindre : « Je te croyais mort. »« Vous, vivant, dit respectueusement Ling, comment aurais-je pu mourir ?» Et il aida le maître à monter en barque. Le plafond de jade se reflétait sur l'eau, de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface comme des serpents, et la tête de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple, dit mélancoliquement Wang Fo. Ces malheureux vont périr si ce n'est déjà fait. Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. Que faire ? Ne crains rien, maître, murmura le disciple. Bientôt, ils se retrouveront à sec et ne se souviendront même pas que leurs manches jamais été mouillées. Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens-là ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. Et il ajouta : la mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. Partons, dit
dit le vieux peintre. Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. Le bruit des avirons remplit de nouveau toute la salle, ferme et régulier comme le battement d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient les colonnes. Bientôt, quelques rares flammes brillèrent seules dans les dépressions du pavement de jade. Les robes des courtisans étaient sèches, mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le rouleau déployé et achevé par Wang Fo était posé contre une tenture. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà, on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot. Mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fo flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis cessa, oblitérée par la distance. L'empereur penché en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barbe de Wang, qui n'était déjà plus qu'une tache imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une plaie d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. Le sillage s'effaça de la surface déserte. Le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fo venait d'inventer. Merci Sylvie pour cette belle lecture. Ce texte est disponible en 2 exemplaires à la médiathèque dans une édition jeunesse Comment Wang Fo fut sauvé. Donc n'hésitez pas, en espace jeunesse dès lors. En texte intégral, vous l'avez bien sûr dans le recueil Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, donc un texte un petit peu plus long. Mais avant tout, voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'ouvrage en tant que tel, je souhaite évidemment vous présenter Hachmi Alais, qui, dites-moi si je ne me trompe, est docteur en littérature, notamment avec une thèse sur Marguerite Yourcenar et la poésie. Et puis, bien sûr, la direction de la Villa Marguerite Yourcenar pendant plusieurs années. 9 ans. Cette villa se trouve sur les monts déserts où a vécu Marguerite Yourcenar. Le mont de Flamme, le mont Noir. Les monts déserts, mais bien sûr, le mont Noir. Le département du Nord. Voilà, entre Dunkerque et Lille. Voilà, donc c'est une maison d'écrivains, une sorte de Villa Médicis du Nord, peut-être peut-on dire, qui a une programmation culturelle dont vous êtes encore responsable aujourd'hui. En ce qui concerne Marguerite Yourcenar. En ce qui concerne Marguerite Yourcenar. Également, vous avez en responsabilité le fonds Bernier-Yourcenar dans les archives départementales du Nord, voilà, qui ont fait l'objet d'une exposition il y a 4 ans, dont vous avez le catalogue d'exposition disponible juste ici à la table de vente. Donc, avant même de présenter le livre, je souhaiterais peut-être vous poser une question qui n'est pas facile. On a ici peut-être, certainement, des personnes qui n'ont jamais lu de Marguerite Yourcenar. Comment vous présenteriez Marguerite Yourcenar à quelqu'un qui ne l'aurait jamais lu? Qu'en pourriez-vous? Comment pourrait-on la présenter à un public Si je devais, dans une seule formule, au-delà du fait que c'est un grand écrivain, je dirais que c'est une femme libre. Ouais. Que donc, à travers ce livre, la portrait intime, j'ai voulu faire le portrait d'une femme libre et moderne. Voilà. Oui, tout à fait. D'autant que ce livre, je vous le passe tout de suite, est un beau livre au sens éditorial, un livre très illustré, empruntable lui aussi bien sûr, très illustré avec un ensemble de photos, je crois, exclusives, qui n'avaient, il me semble, jamais été éditées pour une part. Certaines photos, oui, sont bien sûr inédites, comme les textes, les citations sont aussi inédites. Ça, c'est le fruit d'années de recherche, à la fois iconographique et dans les manuscrits, la correspondance.
c'est ça aussi l'idée, c'est d'amener du nouveau. Puisqu'il y a déjà plusieurs ce n'est pas une biographie que j'ai écrite, c'est un portrait, donc beaucoup plus impressionniste, avec des choix tout à fait personnels. Il existe déjà des études, des biographies, etc. Mais je voulais faire quelque chose de tout à fait autre, et d'aller dans l'intimité, jusque dans la cuisine, juste là, au fond de sa tasse de thé. Oui. qui est du coup composé, c'est très intéressant, de temps forts, je dirais, avec ces cadres de couleurs qui abordent des sujets particuliers de sa biographie, de son mode de vie, avec 2 chapitres notamment sur l'île des monts déserts, dans le Maine aux États-Unis où elle a vécu de nombreuses années, et puis jusqu'à un cahier, un carnet de recettes de cuisine à la fin de l'ouvrage où on retrouve ses propres recettes. Voilà. Adapté, revisité par un chef pâtissier de la maison mère, une grande maison lilloise, qui a créé à l'occasion d'ailleurs du coffre Marguerite Yourcenar, il y a quelques années, à l'occasion de l'exposition dont j'avais été le commissaire dont vous avez parlé, ils avaient recréé le thé qu'aimait Marguerite Yourcenar. C'est vraiment une promenade à la fois littéraire, existentielle, mais aussi gourmande. Parce que Marguerite Yourcenar était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait des bonnes choses, qui aimait le thé, et qui cuisinait avec sa compagne. Oui. Avec en effet ce cahier, mais on peut se demander justement d'où viennent ces recettes. Alors les sources, elles sont multiples. Les 2 sources essentielles des recettes, c'est que Marguerite Yourcenar collectionnait, aimait beaucoup les livres de cuisine, elle collectionnait les recettes, elle les notait dans des carnets, etc. Il se trouve que les plus importants fonds d'archives autour de Marguerite Yourcenar se trouvent aux États-Unis, à l'université Harvard, à la Houghton Library. Et quand je suis allé faire, il y a quelques années, mes recherches pour ma thèse, en regardant, en consultant les livres, j'étais tombé sur un dossier, un dossier qui était indiqué Maisons et jardins, recettes. Donc ça m'avait intrigué. Bon, je ne faisais pas du tout une thèse sur Marguerite Yourcenar et son jardin et sa maison. Mais j'étais allé voir et là, il y avait de compilé, puisqu'elle avait fait des dossiers avec des recettes de cuisine. Donc une partie, dans ce dossier-là, il y a une centaine de recettes. Ensuite, à plusieurs reprises, je suis allé à Petite Plaisance également pour faire des recherches dans sa bibliothèque, etc. Et j'ai eu la chance de séjourner à plusieurs reprises chez Marguerite Yourcenar, d'y habiter, etc. J'ai retrouvé aussi, j'avais vu dans l'inventaire de la bibliothèque de Marguerite Yourcenar, d'Yvon Bernier, qu'elle avait de nombreux livres de cuisine, donc je suis allé me plonger aussi le soir, après avoir travaillé sur des sujets plus sérieux, dans ces livres de cuisine qui étaient annotés par Grace, et donc j'avais fait un tas de photos, de recopier, et c'est à partir de ça que j'ai fait une sélection des recettes, en choisissant, puisque l'idée du livre, c'était une promenade un peu littéraire et gourmande, et à la fin, on entrait chez Marguerite Yourcenar, on entrait dans sa cuisine, et on prenait le thé avec Marguerite Yourcenar. Et alors la cérémonie, d'une certaine façon, la cérémonie du thé, en tout cas le thé chez Marguerite Yourcenar, c'est très important, c'est à ce moment-là où elle recevait des amis, on préparait du thé, puisque tous les témoignages que j'ai eu des gens qui avaient la chance de connaître Marguerite Yourcenar, d'y être invité, d'y habiter, paraît que c'était un moment tout à fait particulier. Pendant des années, avec son ami Grace, il avait pris l'habitude d'ouvrir, de faire une sorte de table ouverte le dimanche après-midi, où à partir de 16h, les amis, les voisins pouvaient venir. L'été, c'était dans le jardin, l'hiver, c'était dans ce qu'on appelle le parloir. Marguerite Yourcenar et Grace recevaient leurs amis autour d'un thé, ou quelquefois, quand c'était l'approche des fêtes, de ce qu'on appelle un lait de poule. On donne la recette du lait de poule de Grace Frick, ce qu'on appelle un egg nog aux États-Unis. C'est la tradition à partir du moment de Noël, on prépare ces choses-là. Et donc c'était voilà, ce côté-là aussi très convivial. Et donc voilà, donc ces recettes, elles viennent de toutes ces recherches, et puis on a choisi. Et alors comme aussi les modes, j'allais dire culinaires, parce que là, moi je ne suis pas spécialiste, je suis spécialiste de Marguerite Yourcenar, mais pas du tout de cuisine et de pâtisserie. J'ai travaillé avec un chef cuisinier qui a relu les recettes, qui les a adaptées, j'allais dire, au goût moderne, parce qu'il semblerait que quelquefois Marguerite Yourcenar avait quand même la main assez lourde sur le beurre, sur les matières grasses. Alors des choses qui pouvaient s'entendre dans les années 50 et 60, aujourd'hui, parce que l'idée c'était vous pouvez vous aussi faire les scones, les gaufres, les choses qu'ils avaient bien préparées, les pains d'épices, toutes ces choses-là.
Voilà, et donc, elles ont été aussi parce que les mesures les mesures aux États-Unis et en France sont différentes, donc c'est pour ça que je dis elles ont été revisitées et adaptées par des spécialistes. Et puis c'est un livre préfacé par Amélie Nothomb. On devine certainement l'intention éditoriale de faire le rapprochement belge, voilà. Voilà. C'est pas vraiment, c'est une histoire de passion, c'est-à-dire qu'il y a des années. J'avais lu, en fait, Amélie Nothomb, c'est une histoire à Marguerite Yourcenar, ça fait très longtemps, parce que j'avais lu il y a une dizaine d'années que, dans une interview, Amélie Nothomb avait dit que quand elle avait été adolescente, à 19 ans, elle avait lu Mémoires d'Adrien, que ça avait été un choc pour elle, et que d'une certaine façon, Marguerite, qu'elle n'arrivait pas, elle n'aime pas le terme de modèle, puisqu'elle le dit elle-même, il n'y a bien sûr aucune, j'allais dire, au niveau de l'envergure de la littérature, mais elle s'est dit, cette femme a donné confiance en moi, etc. Il se trouve dans mes fonctions à la Villa Marguerite, j'ai eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises pour des manifestations Amélie Nothomb et de dialoguer avec elle, de la faire rencontrer le public. Et donc voilà, il y a eu un petit compagnonnage qui s'est fait un peu comme ça. Et au moment, quand on a parlé avec Flammarion de ce livre-là, il m'avait demandé, est-ce que vous avez une idée parmi des personnalités médiatiques connues qui pourrait nous écrire une préface, etc. Moi, tout de suite, j'ai pensé à Amélie Nothomb et je l'ai sollicité. Et elle, qui n'a pas du tout l'habitude et qui n'aime pas du tout faire la préface, mais pour un peu parler de cet amour, de cette admiration qu'elle avait pour Marguerite Yourcenar, elle a accepté d'écrire ce petit texte où elle raconte un peu son émotion, tout à fait modestement, et dit, en gros, en plus, ce qui est intéressant dans cette préface, c'est qu'elle cite au début Monterland, les jeunes filles, et elle fait ce rapprochement, etc. Et bon, voilà, quand on voit aussi, Marguerite Yourcenar aime beaucoup Monterland, il y a comme ça des choses qui sont... Et quand je lui ai fait remarquer, elle m'a dit, j'ignorais que Marguerite Yourcenar avait ça, mais voilà. Oui, donc c'était un peu une façon de... Et puis c'était aussi pour aller avec le ton de ce livre, d'ouvrir Marguerite Yourcenar. Ce n'est pas seulement les spécialistes, ce n'est pas seulement les gens. Marguerite Yourcenar, comme je l'ai dit, c'est une femme libre, c'est une femme moderne, qui peut toucher. Et ce que j'ai voulu montrer, j'ai mis en avant les choses qui... Voilà, c'est un écrivain qui, 30 ans après sa mort, le message qu'elle porte, au-delà, bien sûr, de cette œuvre universelle, intemporelle, etc. Mais les combats qu'elle a eus dans bien des domaines sont d'avant-garde, sont pionniers et parlent aujourd'hui. Et il se trouve que depuis que le livre est sorti, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai rencontré aussi des lycéens et tout ça. Autour du Fonds Bernier Yourcenar, je fais aussi des actions quand on parle d'écologie, quand on parle de son amour pour la musique noire américaine, pour Bob Dylan, pour le travail qu'elle a fait sur plein des thèmes. Voilà, c'est tout à fait une femme d'aujourd'hui. Et c'est à ce sens-là que moi, elle m'intéresse. Particulièrement accessible au moment où c'est vrai, dans l'histoire de la critique autour de Marguerite Yourcenar, il a été parfois dit que c'était une écriture peu accessible. Moi je crois, et vous serez certainement d'accord avec moi, que c'est une littérature au contraire tout à fait accessible et tout à fait digne d'intérêt pour le grand public, avec une qualité d'écriture à mes yeux quasiment indépassable, c'est-à-dire vraiment... rien n'est indépassable. Non, mais bien sûr, mais vraiment une qualité d'écriture absolument. Et puis je crois qu'il voilà, et puis on ne pas, je veux dire, la littérature, c'est pas des gens qu'il faudrait pas dépasser, c'est des sensibilités qui chacun ont apporté une sensibilité particulière, et forcément pour moi dans la littérature, au-delà de dire de la littérature française, je préfère aller parler de la littérature francophone ou en langue française. Marguerite Yourcenar au XXe siècle elle-même a une place à part. Et c'est ça aussi. J'avais dans un livre de Jean Cocteau, il y a quelque part, Jean Cocteau avait dit « Je n'aime pas les premières places, je préfère les places à part ». Et Jean Cocteau était aussi un écrivain à part. Et Marguerite Yourcenar, dans l'exemplaire que j'avais trouvé, je ne me souviens plus de quel livre il s'agissait, je me demande si ce n'est pas Jean Loiseleur, Marguerite Yourcenar avait coché, puisqu'elle a noté les livres qu'elle lisait, les remarques qui lui plaisaient, et elle avait noté cette remarque. Moi, je n'aime pas les premières places, je préfère les places à part. Et Marguerite Yourcenar, elle a vraiment une place à part, et elle a toujours voulu être singulière dans ses choix de vie, etc. C'est en ce sens qu'elle est fascinante.
Et puis ce livre, c'est pour voilà, aboutir aussi sur toute la présentation d'ordre éditorial de l'ouvrage. C'est un livre qui a du coup fait l'objet pour revenir sur ces recettes de cuisine, l'objet de tout un ensemble de photographies exclusives de la maison Meert, qui ont pris en photo voilà, tous ces plats reconstitués, et puis une couverture exclusive chez Meert également. Oui, mais ça j'allais dire, c'est le côté partenariat qu'a fait Flammarion. Tout à fait. On n'est pas obligé de répéter Meert. Non, bien sûr, mais c'est intéressant parce qu'il y a un lien forcément biographique, et d'ailleurs ce partenariat s'est fait, c'est-à-dire qu'il se trouve que depuis des années, de par mes différentes activités au tournoi de Verdun, certains de mes projets ont bénéficié du mécénat et du partenariat de Meert. Sur ce livre, c'est eux qui ont voulu. Parce que depuis des années, c'est ce qu'elles sont dit, il y a des recettes de cuisine de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, elle aimait les gaufres de chez Meert, il y a eu tout un... Et donc, oui, il y a aussi il y a des livres qui sont commercialisés avec des boutiques de Meert, avec une couverture particulière, etc. C'était l'occasion de le noter. Il y a également mention dans votre ouvrage de citations et de documents inédits. Je cite, lesquels sont-ils en fait Alors là, c'est-à-dire qu'il faudrait que non, mais c'est-à-dire pour l'anecdote. Les documents inédits, c'est essentiellement de la correspondance. De la correspondance, des citations, puisque je restitue la parole de Marguerite Yourcenar dans les livres, et il y a une partie de la correspondance qui est publiée, mais il reste d'énormes, parce que Marguerite Yourcenar est vraiment une épistolière énorme, et d'ailleurs il se prépare chez Flammarion, chez Gallimard, l'éditeur historique de Marguerite Yourcenar, qui depuis des années est en train de publier une sorte de correspondance générale, mais qui ne sera jamais exhaustive, avec une seule source qui est ce qui est conservé à la Automne à partir des brouilles, avec des brouillons, des copies qui sont conservées à la Automne et à Librairie à Harvard. Mais il se trouve qu'il y a plein de correspondants que j'ai rencontrés qui m'ont confié leur correspondance, qui n'est pas forcément à Harvard. Et donc, c'est à travers des choses-là, après ce qu'on appelle aussi des textes oubliés, dans le fond Bernier Yourcenar, on a des manuscrits, des choses qui n'ont jamais été publiées, des choses comme ça. Donc je me suis vraiment servi de tous ces documents pour apporter, j'allais dire, des choses un petit peu nouvelles. Et pour les photos, c'est des choses que j'ai trouvées à la fois à Petite Plaisance, puisque Petite Plaisance a un fond photographique, et quand j'étais allé, j'avais découvert, par exemple, il me semble que tout à l'heure j'ai vu Marguerite Yourcenar en garde napoléonienne, enfant, etc. Il y a la fameuse photo en robe de bal, voilà. C'est des choses que j'avais trouvées qui n'ont jamais été publiées, mais il y en a d'autres. Il y a une photo, où elle est quand elle voyage au Portugal. Il y a dans beaucoup d'endroits des photos qui n'ont jamais... Mais après, il y a bien sûr des photos classiques qui ont été plusieurs fois publiées, etc. Alors à propos justement de l'île des Monts Déserts, Petite Plaisance, peut-être pouvez-vous nous rappeler le rôle que joue cette maison après la mort de Marguerite Yourcenar? Ce qu'elle est devenue. Et vous l'avez visité. Oui, voilà, on dit qu'il est même habité. Voilà, donc, il se trouve que donc, Marguerite Yourcenar, par testament, elle avait créé une fondation au sens américain. Il y a quelques mois, on a parlé d'une autre fondation assez célèbre en France, qui est la fondation de droit américain qui a créé Johnny Hallyday et qui a fait quand même pas mal de bisbilles au sein de sa famille. Alors, Marguerite Yourcenar n'avait pas de descendant direct, donc elle a créé un trust, une fondation, qui s'appelle le Trust Petite Plaisance, qui gère sa maison, et dans son testament, elle avait indiqué qu'elle souhaitait, elle voulait laisser sa maison ouverte au public, que sa maison reste en l'état et qu'elle puisse être ouverte au public gratuitement durant la saison d'été. Et donc cette fondation, qui comprenait, il y en a certains qui sont morts, mais son avocat, à la fois des gens en France et des gens aux États-Unis et au Québec, avec Yvon Bernier, a été chargé de rendre cette maison accessible. Et il se trouve que voilà, depuis la mort, l'été d'après, depuis 80, elle est morte en fin 87, à partir de 88, on peut
peut la visiter. Et chaque année, j'allais dire, il y a des centaines de fans de Marguerite-Yourcenar qui viennent un peu du monde entier pour visiter la maison. Aujourd'hui, c'est John Howard, qui est une étudiante qu'elle avait rencontrée, qui est quelqu'un de formidable, qui est la directrice et qui fait vivre cette maison. Il se trouve que pendant des années, étant proche d'Yvon Bernier, quand j'allais faire mes recherches, il m'hébergeait, puisque par testament, Yvon Bernier aussi avait l'usufruit de cette maison. Et donc, il m'a accueilli, ce qui était aussi beaucoup plus facile de passer quelques jours, de travailler là. Et c'est là aussi, sur ce que dit d'intimité, c'est aussi de vivre dans cette maison. Et c'est vrai, comme elle est restée un peu en état, on a l'impression que Yourcenar, elle y est encore, parce que tous les livres sont là, reposés comme elle les a mis, je suppose juste à voilà, donc il y a un côté un peu, à la fois, un peu musée, vivre à l'intérieur d'un musée, et puis presque aussi du fétichisme, parce qu'il existe aussi un fétichisme littéraire, quelquefois, voilà, mais qui a un lien avec l'intimité de Marguerite, parce que sa maison aussi, elle l'a construite avec sa compagne, mais vraiment tout objet a un lieu, a un sens. Et d'ailleurs, elle avait, voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi pour raconter l'histoire des objets. Yourcenar, justement, comme elle savait que sa maison allait devenir un lieu qu'elle allait visiter à la fin de sa vie, dans un carnet rouge, elle avait décrit tous les objets, avec la provenance de ces objets, le sens qu'avaient ces objets, qui lui avait offert son objet, où il l'avait. Et à travers, parce que Yourcenar, elle aimait faire les listes, raconter toutes ces choses-là, on découvre entre les lignes beaucoup de choses sur sa vie intime. Tel dessin m'a été offert lors de ma dernière rencontre avec André Ambilikos au métro à Paris, etc. Jerry, ça c'est ce qu'on avait acheté au marché à Jaoudpour avec Jerry Allen, et on sait que ces personnages-là ont été des gens qu'elle a aimés, qui ont eu toute une histoire. Grace, dans la chambre de Grace, il y a tel tableau qui a un sens. Donc c'était aussi de raconter, faire un portrait de Marguerite Yourcenar à travers ces objets qui disent vraiment beaucoup de choses sur elle. Oui, et puis c'est un ouvrage aussi où on peut découvrir, c'était le cas me concernant, donc cet aspect relationnel, cet aspect voyage, et notamment des focus autour de certaines figures qui l'ont marqué. Par exemple, j'ai appris un ensemble je crois, de correspondances, même de rencontres avec Brigitte Bardot, autour de la notion de l'animal, on dira. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, ben, la relation avec Brigitte Bardot, elle est assez connue, parce que Brigitte Bardot, depuis très longtemps, dans tous les livres qu'elle écrit, parle de Marguerite Yourcenar comme un modèle, etc. Elles se sont rencontrées à la Madrague. Enfin, l'histoire, c'est que la première, la première rencontre, elle est indirecte, parce qu'elles ne sont pas rencontrées à ce moment-là, mais en 68, c'est après Marguerite Yourcenar, qui vivait aux États-Unis, mais quand même était très au courant de ce qui se faisait en France, et de la carrière de Brigitte Bardot, qui avait pris position dans les années 60, dans une émission de télévision, suite à un reportage sur les abattoirs de la Villette, qui ont d'ailleurs fermé après cet épisode-là. Et Marguerite Yourcenar, qui elle était déjà très sensible à toutes ces questions de souffrance animale dans les années 60 et appartenait déjà à des sociétés de protection aux États-Unis, le Maine, où elle vivait, les monts déserts, c'est tout proche du Canada. Elle avait été sensibilisée à la chasse des bébés phoques. Et en février 68, elle écrit une longue lettre à Brigitte Bardot, où elle lui décrit cette lettre, qui est vraiment intéressante parce qu'on voit que c'est déjà la lettre d'une militante qui veut convaincre une star de cinéma et qui lui dit quasiment, c'est quasiment de la com', en gros vous êtes hyper connu, vous êtes la star mondiale du cinéma, si vous parlez des bébés phoques, ça va faire un buzz énorme. C'est à peu près ça, je parle ensemble. Et ça va permettre, elle avait compris qu'il fallait des porte-paroles forts, médiatisés, etc. Et des années plus tard, je trouve que, par ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit cette lettre à Brigitte Bardot, on n'est même pas sûr que Brigitte Bardot ait vraiment reçu cette lettre-là, mais elle a existé, que Brigitte Bardot, comme vous savez, dans les années 70, a fait sa campagne, est allée sur la banquise avec ses fameuses photos avec le bébé fort, et ça a été une campagne mondiale que Marguerite Yourcenar. Il se trouve que quand Marguerite Yourcenar a été reçue
à l'Académie française, un journaliste lui aurait posé des questions. Quelle personnalité française voudriez-vous rencontrer? Et elle aurait répondu Brigitte Bardot. Et voilà, parce que Brigitte Bardot avait arrêté entre-temps le cinéma, et s'était engagée pour la protection animale, qui était une cause commune aux deux femmes. Et après sa réception à l'Académie française, elle était dans le sud de la France en route pour Marseille, et elle a fait un crochet, elle a demandé qu'on l'amène à Saint-Tropez, à la Madrague, sans que Brigitte Bardot, si j'ai bien compris les différents témoignages que j'ai pu collecter, l'attendait vraiment. Brigitte Bardot a raconté dans plusieurs livres comme un soir, elle a reçu un coup de téléphone, Marguerite Yourcenar va venir vous voir à la Madrague, et elle a vu arriver il pleuvait, il y avait toute une légende de tout ça, il pleuvait, Marguerite Yourcenar était avec Jerry Wilson, elle était couverte, il y avait quand la voiture s'est ouverte, il y a les chiens de Brigitte Bardot qui se sont jetés, comme Marguerite Yourcenar, dont les chiens ne devaient pas être dépaysés. Et Brigitte Bardot a raconté que donc elles se sont mises au coin du feu, c'était l'hiver, elles se sont mises au coin du feu et elles ont bu du champagne pendant 2 à 3 heures. C'était en fin d'après-midi. Et comme Brigitte Bardot a dit, je lui avais préparé une soupe, mais elle n'a pas pu la prendre parce qu'elle devait rentrer à Marseille, parce qu'elle avait un dîner avec Edmond de Charleroux et Gaston Devers, le maire de Marseille. Voilà, et alors, à partir de cette rencontre-là, il y a eu des échanges de lettres, surtout Marguerite Yourcenar, parce que Brigitte Bardot ne connaissait pas l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar lui a fait envoyer ses livres. Elle lui aurait dit, c'est aussi Brigitte Bardot qui raconte ça, je ne vais pas vous envoyer Mémoire d'Adrien qui risque de vous ennuyer. Et elle lui a envoyé d'autres de ses livres. Et il se trouve que dans le fonds Bernier, nous possédons les copies des lettres de Marguerite Yourcenar à Brigitte Bardot, qui sont conservées à la Fondation Brigitte Bardot, avec les envois, et c'est à partir de ça que j'ai raconté cette histoire. Et d'ailleurs, je publie le facsimilé inédit d'une lettre de Marguerite Yourcenar à Brigitte Bardot, puisque ensuite elles se téléphonaient quand elles venaient à Paris, mais elles ne sont plus jamais rencontrées, elles ont échangé des lettres. Voilà. Et en effet, à l'île des Monts Déserts, il y avait des chiens, notamment il y avait un chien à la fois. Un chien à la fois. Et au fil Yourcenar, elle a eu beaucoup de chiens, mais chaque fois c'est un chien. Si bien qu'on a une sorte de petit cimetière de chiens dans un coin du jardin de Petite Renaissance, il y a le coin parmi les fougères, avec chacun leur plaque, etc. Il y a Monsieur, il y a Valentine, etc. Donc vous verrez certaines photos justement avec Marguerite Yourcenar. L'occasion pour moi de lire un extrait tiré de Souvenirs pieux, où Marguerite Yourcenar est un tout petit enfant dans son berceau. Il y a la présence du chien Trire. Donc je lis cet extrait. J'aime à croire que le chien Trire, qu'on a chassé de sa bonne place habituelle sur la descente de l'île de Fernande, trouve le moyen de se faufiler jusqu'au berceau, hume cette chose nouvelle dont on ne connaît pas encore l'odeur, remue sa longue queue pour montrer qu'il fait confiance, puis retourne sur ses pas torses vers la cuisine où sont les bons morceaux. Donc on sent en effet tout un attendrissement, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une mythologie chez Marguerite Yourcenar, il y a une mythologie autour des animaux, des animaux, on peut parler des oiseaux, puisque les oiseaux sont très importants pour Marguerite Yourcenar, elle a identifié les oiseaux comme des anges, mais bien sûr le chien, et ce chien particulier, qui est le chien de sa mère, puisque sa mère qui est morte, elle n'a jamais connu sa mère, puisque sa mère est morte 10 jours après sa naissance, et le chien est resté, et peu enfant au Mont Noir et ailleurs, le petit chien, le basset allemand qui avait ramené sa mère d'un voyage en Allemagne justement, est resté un peu ce lien animal avec, ça a appartenu à ma mère. Donc c'est aussi très important. Mais après, voilà, elle a toujours eu des chiens, et elle a écrit des textes sur ces chiens. Il y a de très beaux textes où elle fait des sortes de poèmes. Il y a Suite d'estampes, elle a eu à une période un pékinois, et donc elle a écrit, à la fin des années 20, si je me souviens bien, un texte qui s'appelle Suite d'estampes pour Koukouaï.
était ce Pékinois. Elle a écrit Le tombeau pour Valentine, puisque la mort de son chien Valentine a été une sorte de chagrin, etc. Et alors, bon, voilà. Et il y a des chiens, enfin, dans beaucoup d'œuvres. Les animaux sont très importants. Avec un certain végétarisme, je le dirais comme ça, notamment l'expression qu'elle employait, selon laquelle elle ne digérait pas l'agonie. Oui, enfin, c'est pas. C'est Zénon qui ne veut oui, pas. tout à fait. Voilà, c'est ça. Parce que justement, Brigitte Bardot se sert aussi de cette expression « je ne veux pas digérer des agonies » pour expliquer le végétarisme. Alors, le végétarisme, comme je l'ai mis dans mon livre, de Marguerite Yourcenar est tout à fait relatif. On m'a dit qu'aujourd'hui, qu'on dirait que Marguerite Yourcenar est flexitarienne. Puisqu'elle le disait, j'ai trouvé ça, et puis il se trouve que dans tous les témoignages de gens qui ont vécu à Petite Plaisance avec elle, etc., Yvon Bernier, régulièrement, il y avait de la viande. Donc elle cuisinait de la viande, etc. Mais elle disait, je suis à 95% végétarienne. Et c'est là où on m'a dit, ça veut dire qu'elle est flexitarienne. Mais il y a des domaines aussi, voilà, Marguerite Yourcenar a vécu dans ce moment historique où on voit de nombreuses figures intellectuelles en France s'exprimer dans de grands succès littéraires, on pense à des Sartre, à des Foucault, etc. Pour le coup, c'est vrai que sur ces questions contemporaines, historiques, il y avait une certaine peut-être réserve de Marguerite Yourcenar à s'exprimer sur les questions d'actualité. Qu'est-ce que sa littérature peut nous dire justement de son avis sur ces sujets sa littérature directement, en tout cas pas sur, j'allais dire, l'actualité littéraire et ses grands noms, etc. Elle a été en rapport avec des intellectuels de son époque, des artistes qui l'ont apprécié ou qu'elle a apprécié. On apprend dans sa correspondance, on voit dans sa bibliothèque ce qu'elle lisait. Pour un colloque récemment, j'ai parlé des écrivains qu'elle lisait du XXe siècle, des écrivains aussi avec qui elle échangeait des livres. Moi je cite Sioran, qui admirait beaucoup Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar admirait Sioran. Après, d'une certaine façon, elle a encouragé des jeunes écrivains qui étaient souvent à la marge. Je pense d'un écrivain un peu maudit comme François Augiéras, avec qui elle a eu une correspondance, alors à la fois un petit peu lui donnant des leçons, mais elle avait senti une émotion. Donc Marguerite, voilà. Mais c'est vrai que Marguerite Yourcenar, elle s'est tenue, en tout cas éloignée des courants officiels, intellectuels. Et d'ailleurs, dans une lettre où elle parlait de son amie, l'Amazone des lettres, Nathalie Barnet, elle lui disait justement qu'elle le trouvait formidable, qu'elle avait réussi à éviter tous les non-réalismes, le surréalisme, l'existentialisme, le structuralisme, voilà. Toutes ces écoles-là, elle est toujours Marguerite Yourcenar un peu en marge de tout ça. Mais après, quand on lit certains de ces textes, on se rend compte qu'entre ce que dit Marguerite Yourcenar et ce que nous disent les textes, il y a quand même des différences, parce que dans certains textes des années 30 en particulier, on voit que certaines influences, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'André Amérikos, le poète surréaliste grec, des gens comme Cocteau, des gens qui, voilà. Elle a dans certains écrits joué avec la langue, se servir de ce qu'on appelait les calembours, un peu les jeux de la dans Feu par exemple. Il y a des choses comme ça. Donc, quelquefois, à la fin de sa vie, sur la poésie contemporaine, avec des textes comme qui pouvaient s'inspirer du haïku, d'une poésie fragmentaire, etc. Je pense aux 33 noms de Dieu, elle a expérimenté des choses comme ça. Mais voilà, elle ne s'est jamais inscrite dans les grandes écoles littéraires. Et elle refusait, elle avait un regard assez... Oui, également contemporaine du nouveau roman. Et c'est vrai que dans cette interview de Jacques Chancel dans Radioscopie, quand il lui demande lisez-vous vos contemporains, lisez-vous Foucault, elle dit sans gêne, non, je ne les lis pas. Pour autant, il lui est arrivé
d'exprimer le fait que dans, par exemple, l'œuvre au noir, il y a peut-être une perspective historique qui peut être envisagée entre ce XVIe siècle où il y a une opposition entre protestants, catholiques, donc une certaine forme de mur déjà entre ces deux religions, peut-être à mettre en parallèle avec la situation de guerre froide dont elle était contemporaine. Oui, mais ça elle l'a dit clairement. Mais au-delà, souvent elle le dit, elle ne veut pas qu'on la mette parce que entre ce qu'elle dit et la réalité, chez Marguerite, il y a souvent une différence. Par exemple, elle a lu Genet, elle a lu Ionesco, elle a lu Simone de Beauvoir, elle a lu tout ça, mais elle ne veut pas qu'on la rapproche ça, donc elle dit non, elle dit, c'est temps, je n'ai pas le temps de lire ses contemporains. J'ai trouvé là dans le fond Bernier que je suis en train de classer, elle parle d'un livre de bataille, elle connaît Blanchot, elle connaît tous ces gens, elle les a lus. Mais alors soit ça ne lui plaît pas trop et elle préfère pas en parler, soit elle dit voilà, j'ai pas le temps, je dois pour mes recherches lire tellement de livres, etc. Mais c'est aussi d'une certaine façon une protection, elle met un mur entre elle et ces gens-là parce que je n'appartiens pas à ces gens-là, je suis à part. Je reviens à ce fameux. Oui. C'est ce qui lui plaisait d'être à part. Et puis vous m'avez tendu la perche sur Sioran, donc je ne résiste pas à l'envie de vous lire justement cette citation de Sioran que j'ai trouvé dans une correspondance. Que je trouve très jolie pour un auteur, vous savez, Sioran de langue roumaine, voilà, tout initialement, qui écrit en français à partir des années, si je ne me souviens bien, 40-50, strictement, directement en français, et pareil avec une plume inouïe. La citation, parlant donc de Marguerite Yourcenar: cette femme exquise, je la connais, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Chaque fois, j'ai subi son charme. Elle est simple, directe et majestueuse et ne ressemble en rien à l'image qu'on se fait d'un bas bleu. Voilà, il y a quand même là une partie de misogynie sur l'image qu'on se fait d'un bas bleu. Et le bas bleu, il y a aussi peut-être un aspect aristocratie, voilà. Oui, mais voilà. c'est quand même... mais c'est quand même... déjà voir, voilà. Mais il se trouve que... j'ai vu les livres de Sioran dans la bibliothèque, annotés par Marguerite Yourcenar, avec des envois tout à fait, voilà, l'admiration. Il y a eu des petites lettres. À Paris, ils se sont croisés plusieurs fois dans des dîners. Voilà, il y a aussi d'autres écrivains comme Béatrice Beck, qui est vraiment un écrivain formidable et qui est plutôt, voilà, une femme formidable, adorait Marguerite Yourcenar, elles avaient échangé, elles s'étaient croisées. Donc tout ça, après, c'est pas des choses qui ont surnagé dans les biographies de ces amitiés-là. On a parlé surtout de Nathalie Barnet, de quelques autres femmes et hommes, mais elle avait aussi, voilà, elle disait des choses très différentes. Et puis un autre sujet, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, où j'ai l'impression qu'on a assez peu d'informations concernant ces goûts, justement. C'est à propos de la musique. Alors, que peut-on savoir des goûts musicaux de Marguerite Yourcenar? C'est très spécifique, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel elle s'exprime assez peu, j'ai l'impression. Dites-moi. Alors là, il se trouve que je dois voir dans mes dossiers quelque part l'inventaire de tout ce qui est... Parce que pour connaître la musique qu'elle écoutait, moi j'ai simplement parlé des choses qui avaient un rapport avec ce que je vais avancer. Elle écoutait Bob Dylan et d'autres musiques folk américaines de cette époque-là. Mais on a quelque part l'inventaire de la discothèque, puisque dans la discothèque, c'est-à-dire les disques, à l'époque, 33 tours et autres, qu'elle avait conservés, etc., et qu'elle aimait bien. Après, on a aussi, Yourcenar va beaucoup au concert, donc la musique classique, etc. Dans les années 30, elle va, pour faire d'ailleurs des articles qui ont été publiés, si je me souviens bien, soit dans les nouvelles littéraires, soit dans Vendredi, je me souviens pas parce que j'avais publié un texte que j'avais découvert, nouveau, un texte oublié, où elle parle de Bayreuth, etc. Donc avec les filles qu'elles voyagent, elles vont beaucoup dans les concerts, elles vont à l'opéra, elles se déplacent, elles vont à New York, elles écoutent beaucoup de musique classique, et puis toutes sortes de musique, et puis juste, comme je l'ai mis, comme elle dit, la plus belle musique pour elle qui est, c'est les fameux chants des baleines, qu'elle avait un disque avec des chants des baleines, un disque avec des chants d'oiseaux, on revient aux oiseaux. C'est un peu la musique. Mais elle a parlé quand même de la musique, moi je trouve de façon tout à fait intéressante. En tout cas, comment on peut percevoir, elle l'a mis à travers le personnage de Nathanaël. Oui, son dernier, dans Un homme obscur, il y a quelques pages, moi que je trouve très très belles, enfin j'aime beaucoup ce texte d'Un homme obscur, c'est peut-être même
un de mes textes préférés de Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas si c'est un court roman ou une langue nouvelle. Et là, le personnage de Nathanaël essaie d'exprimer, quand il assiste à ce petit concert de chant qu'elle a organisé, la maîtresse de maison, etc., ce que représente la musique. Ouais, elle a quand même assez parlé de musique. Après, il y a toutes les musiques traditionnelles, les musiques qu'elle avait appelées les musiques des ethnies. Et la traduction des grosses. Voilà, mais aussi les musiques traditionnelles japonaises, indiennes, etc. Et là, il y avait toute une série, elle avait fait sur France Culture, une série où elle parle quasiment que de musique, avec Jacques Erwan, qui a été dans les années 80, qui avait une émission de musicologue, etc. Et il y a ces enregistrements où elle parle beaucoup de musique. Bon. C'est en effet un roman, je rebondis sur Un homme obscur, qui est, je crois, un roman qui ne bénéficie peut-être pas de la reconnaissance. Enfin, c'est pas une question de reconnaissance, mais d'exposition. C'est pas un roman de Marguerite Yourcenar très exposé, et je suis bien d'accord avec vous, qui mérite tout à fait d'être lu dans une certaine peut-être continuité avec l'œuvre noire. D'une continuité avec l'œuvre noire, et pour moi, presque une opposition. Oui. Parce que pour moi, ce sont des figures tout à fait entre Zénon et Nathanaël. Et justement, et c'est pour moi le passage, c'est-à-dire que après, avec Zénon, elle est allée au bout de l'humanisme, d'une certaine idée de l'humanisme, etc. Et Yourcenar, à la fin, avec une sorte de pessimisme, elle est revenue sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, là, je cite quelque chose qui est inédit, c'est la conversation qu'on m'a racontée, qu'elle a eue à Petite Plaisance avec Sylvia Baron-Supervielle, traductrice, amie de Borges, qui les a d'ailleurs rapproché de Borges, quand elle lui dit, se promenant dans le jardin de Petite Plaisance, elle lui dit mais alors après votre mort, qu'est-ce que va devenir Petite Plaisance, etc. Et elle lui dit mais j'ai créé une fondation, tout va aller à la protection des animaux et de la nature. Et elle lui dit mais pourquoi vous donnez pas un peu toute cette maison, enfin, vos droits d'auteur quelque part, etc., pour aider les enfants malheureux et les vieilles personnes. Et elle est d'abord restée, elle lui a d'abord dit, il y a déjà beaucoup de gens qui font ça, qui s'occupent des enfants malheureux et des personnes âgées malheureuses. Et elle dit, la promenade s'est continuée, et à un moment donné, elle a dit, vous savez, j'ai beaucoup été déçue par l'homme. Et Yourcenar, à la fin de sa vie, on voit, il y a une sorte de pessimisme, et en gros, elle vient à quelque chose d'un peu, de revenir à la terre. Il faut sauver cette terre, et les derniers combats qu'elle a portés avec, d'une certaine façon, son testament écologique, la conférence du 30 septembre, quelques semaines avant sa mort, 87 à Québec, si nous voulons encore sauver la terre, c'est quelqu'un d'assez pessimiste. Voilà, on est au bout du ravin. C'est pour ça que je me dis aussi qu'aujourd'hui, avec tous les discours là, que nous avons autour du climat, autour Yourcenar, elle a alerté il y a très longtemps. Ça a été très sensible à travers ses voyages qu'elle avait vu à l'Inde, et chaque fois elle s'appuie sur ce qu'elle voit, ses voyages. Et d'ailleurs, je le dis aussi dans mon livre, c'est une de mes thèses, c'est qu'il y a une période où quand elle voyage, elle va voir les musées, le génie de l'homme, les chefs-d'œuvre, elle va voir l'architecture, etc. Mais à un moment donné, et c'est beaucoup les voyages de la fin de sa vie, elle va voir les parcs nationaux, les réserves d'animaux, elle va voir les endroits où la terre est menacée, etc. Parce que son combat est passé d'une vision de l'homme, et maintenant, finalement, l'homme, ce n'est qu'une petite, et il est au milieu des animaux, de la nature, et elle le dit dans cette conférence-là, c'est en gros, si l'homme veut se sauver, ça va passer, il faut que ça se fasse. Il ne pourra se sauver que si on sauve la terre, que si on sauve. Voilà, aujourd'hui, que tous les gens qui militent ou qui défendent. Donc voilà, c'est aussi quelque chose. Oui, et puis, à propos et donc Nathanaël, pour revenir, sa mort d'ailleurs, il se conjugue avec la nature, il va sur cette île. Donc voilà, après il y a beaucoup de réminiscences, une certaine. J'allais dire, moi, je me dis que presque Marguerite Yourcenar, en racontant la mort de Nathanaël, c'est presque, elle aurait aimé que ça se passe comme ça. Que finalement, elle se fond, parce que Nathanaël, il finit par se fondre dans le paysage,
dans une ligne et il devient une sorte de rocher, etc. Et là, il y avait par exemple une photo qui est dans le livre, la fameuse photo d'Édouard Bouba, où Marguerite Yourcenar, elle devient presque minérale. C'est un journaliste, Édouard Launay, dans Libération, en parlant de cette photo, il a dit, c'est presque, elle est revenue, une sorte de... Et alors, il y a le rapport entre Marguerite et les arbres, oui. Là, on n'a pas parlé, les arbres qu'elle touchait, qu'elle caressait, qu'elle communion. Et elle, voilà, à la limite, il y a aussi le côté japonais de la mousse, elle va devenir du lichen, etc. Et c'est peut-être ce rêve. Et d'ailleurs, quand on va voir, parce qu'on va dans le cimetière, si on va sur l'île des Monts Déserts, elle est enterrée voilà, dans la nature. Les cimetières américains sont tout à fait verdoyants, il n'y a pas de stèle. Et là, il y a une petite plaque, il y a des arbres, il y a ce fameux bouleau de branches qui sont, d'après John Howard, dans sa biographie de Great Sweet, parle voilà, qu'il y avait une intention volontiers de montrer les deux branches, une branche pour elle, une branche pour sa compagne avec qui elle a vécu pendant 40 années. Voilà. Il y a peut-être un petit surgeon pour gérer les sons. Et puis cette magnifique phrase sur sa plaque, je vais tâcher de me souvenir, plaise à celui qui est peut-être de dilater le cœur de l'homme à la mesure de toute chose, je crois. C'est dans l'œuvre noire, c'est une citation. Voilà. Donc Et puis à propos de pessimisme, il y a aussi une autre citation que j'aurais eu plaisir à lire parce que c'est dans un texte très court. Peut-être un de ces textes les plus politiques, certes, mais écrit, je crois, extraordinairement bien, dont la dernière ligne est celle-ci. Ça s'appelle Diagnostic de l'Europe. Tiré de Diagnostic de l'Europe. Résignés d'avance aux ténèbres qui vont suivre, assistons, reconnaissant d'une telle aubaine, au bouquet final du feu d'artifice d'un monde. Moi, je trouve ça... Bon, peut-être on va terminer. Non, mais non, on va pas du tout. Et peut-être que les gens vont avoir des questions plus optimistes. Oui, ah bah écoutez, c'est écrit. C'est écrit, mais voilà. C'est pour finir justement une ultime question, je me permets. Justement par rapport au public qui peut-être voudrait à l'issue de cette rencontre se lancer dans une lecture de Marguerite Yourcenar. Je vais commencer par une question pas facile et je vais finir par une question pas facile. S'il y avait un titre que vous recommanderiez pour rentrer dans la littérature de Marguerite Yourcenar, ma réponse c'est pas oui, laquelle quel ouvrage selon vous pour une telle diversité? Je dirais déjà comme elle a dit à Brigitte Bardot, je ne vais pas vous mettre entre les mémoires d'Attrick. Oui. Moi, pour les gens qui ne... Pour commencer, alors moi, il se trouve que, comme je fais beaucoup de médiation autour de Marguerite Yourcenar et des lycéens avec des gens qui lisent, je dis Nouvelles orientales, ouais. et je dis, pour commencer, lire les entretiens, les yeux ouverts, les entretiens avec Mathieu Gallet, qui est un livre formidable pour entrer. Alors voilà, quand vous partez avec, en plus, un livre de poche, enfin 2 livres de poche, etc., ça ne coûte pas très cher, moins de 20 €, il me semble qu'on devrait s'en sortir. Et avec ça, normalement, j'accroche les gens. Ouais. Et ensuite, ils vont se promener. Parce qu'à travers les yeux ouverts, comme elle nous donne des lectures. Parce qu'après, chacun selon sa personnalité, voilà, va partir dans les chroniques familiales, ou dans l'histoire, ou dans. Puisque justement, on a l'œuvre de Marguerite Yourcenar, elle est tout sauf monolithique. Elle est multiple et différente. Quelqu'un qui va s'intéresser à la musique, au jazz, aux musiques afro-américaines, lire la préface, qui est une étude magnifique sur l'histoire de l'esclavage, comment la parole poétique du négro spirituel. Enfin, voilà, parce qu'il y a aussi de la politique dans tout ça. C'était aussi des combats politiques. Donc c'est selon, mais moi, voilà, j'ai posé la question. Donc pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Marguerite Yourcenar, je conseillerais Nouvelles orientales et Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Nouvelles orientales dans le recueil dans lequel on trouve comment fut sauvé, dont on a fait une lecture en introduction. Et d'autres très belles. Et d'autres très belles qui vraiment méritent d'être connues et lues. Y a-t-il des questions? Je me tais. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Des questions ou des remarques? Des remarques. Pourquoi on n'utilise pas Yourcenar? Parce que moi je l'ai étudié, j'ai un petit peu abordé, on n'a pas beaucoup. On étudie beaucoup plus Duras. Et
je vois à travers les enfants également, c'est pareil, on a toujours Marguerite Duras, on n'a pas... Alors, pourquoi il se trouve que Marguerite Yourcenar, Yourcenar, après, là, le duo, enfin, l'histoire Duras, c'est plus lié à l'histoire littéraire, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on n'étudie pas complètement. Vous dire à quel niveau? Par exemple, au lycée, moi, régulièrement, déjà dans certains manuels de lycée, il y a des extraits, forcément, on ne peut pas étudier les œuvres de façon complète, etc. Pour revenir à l'université, il y a quelques années, régulièrement, plusieurs de ces livres se sont trouvés à la Grègue. Récemment, est-ce que c'est l'œuvre noire? Je regarde du côté où c'est Mémoire d'Adrien qui a été à la Grègue en 2015, si je me souviens bien, qui a donné lieu. Voilà, donc elle est pas. Elle fait. Enfin, moi, il y a quelques années, j'avais fait quand même une communication en regardant les manuels d'histoire littéraire et comment elle était placée. Marguerite Yourcenar, elle y est toujours. Alors, justement, la question, c'est qu'on ne sait pas où la placer. Par exemple, des fois, on la rapproche, moi j'avais vu qu'on la rapprochait de gens un peu comme Julien Gracq. Alors que, voilà, puis des fois, elle était plutôt avec autour de l'histoire, parce qu'elle s'est intéressée et elle a fait partie d'aucune école littéraire, et que, quelque part, parce que par exemple, Marguerite Duras, soit elle est dans un concept que Marguerite, mais bien malgré, je ne veux pas dire que Duras aurait accepté cette appellation, mais comme Yourcenar a refusé, j'ai vu tout à l'heure, l'étiquette d'écriture des femmes, Marguerite Duras s'est trouvée avec Sarraute. Il y a à la fois le nouveau roman et écriture des femmes, et Yourcenar, elle a été toujours à part de tout ça, elle s'est toujours mis à part de tout ça. Donc après, mais moi il se trouve que tout à l'heure on a lu ce texte-là de Comment il faut se sauver dans l'édition jeunesse, qui a beaucoup de succès, qui est une édition qui s'est beaucoup vendue et qui est beaucoup utilisée dans les écoles. Moi il se trouve que régulièrement je suis sollicité par des instituts au niveau scolaire qu'ils travaillent sur ce texte-là. Etc. Mais après au collège, je ne sais pas trop. Puis l'année dernière, il y avait aussi du bac, au bac l'année dernière, il y a eu des sujets du bac, où dans les sujets, un texte sur les animaux, puisque j'ai une amie prof là, qui m'a dit cette année je retravaille sur Yourcenar au bac, parce qu'ils ont des choix de textes thématiques. Et il y avait un texte de Marguerite Yourcenar. Voilà, après. Alexandre. Il y a peut-être une autre raison qui est importante entre Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar, c'est que Marguerite Duras s'est intéressée à plusieurs supports littéraires, cinématographiques, théâtraux, qui ont énormément marqué leur époque. Et cette multiplicité des supports fait que dans des écoles, ou même à l'université, on peut s'intéresser à Duras sur plusieurs plans, à plusieurs niveaux. Et l'autre point important, c'est que Marguerite Duras a commencé par une écriture assez classique, comme le Narration pour le Pacifique, pour aller jusqu'à une écriture, que je vais dire, pour ne pas la qualifier, on va dire moderne, heurtée, moderne, contemporaine, et puis qui va triturer la langue, comme disait Yourcenar à propos de Duras. Et d'un point de vue formel, d'un point de vue scolaire, beaucoup de professeurs trouvent plus intéressant cette évolution du style plutôt que le fond. Alors que chez Marguerite Yourcenar, qui restera toute sa vie dans une écriture classique, le fond passe un peu moins dans le scolaire pour les étudiants. Mais c'est un autre. Autre nuance aussi qui est peut-être importante, c'est que Marguerite Yourcenar est un écrivain magnifique, classique, mais opposé à Duras, conservateur. C'est une prose magnifique, figée, pour laquelle on a infiniment de respect, comme dans une statue. Donc Marguerite Duras, c'est une femme dans le monde, qui était à gauche, mobilisée, c'est deux mondes opposés. Alors, à mon avis. Oui, voilà. Alors, dire que l'écriture de Marguerite Yourcenar est figée, je ne le crois pas du tout. Parce que justement,
pour moi, il y a une évolution dans l'écriture de Marguerite Yourcenar. Les mémoires d'Adrien, c'est pas du tout la même écriture que l'œuvre noire, nouvelles orientales, etc. Et l'écriture qu'elle a eue au début avec Alexis, etc. Et à la fin de sa vie, tout à l'heure, j'ai parlé, moi, d'expérimentation, de poésie fragmentaire. J'ai beaucoup travaillé sur ces textes-là, qui sont pour moi dans la modernité, les 33 noms de Dieu, qui est un poème, des fragments de poèmes, ces carnets de notes, des choses, c'est des écritures fragmentées, peuvent aller dans la modernité. Et puis politiquement, Marguerite Yourcenar, et je l'écris moi sur blanc, est quelqu'un qui vient d'une grande famille traditionnelle de la droite catholique française de la Flandre, mais qui, elle, évolue vers la gauche. Elle est femme de gauche, dans tous ses choix, etc., dans ses soutiens. Et voilà, et ça on peut le montrer à travers de multiples exemples. Moi, je me suis servi de mai 68, elle se trouve à Paris en mai 68. Les commentaires qu'elle a pu faire sur mai 68 sont des commentaires de soutien. Voilà. Elle est anti-gaulliste, elle est anti-gaulliste. En 58, quand De Gaulle arrive au pouvoir, elle parle de coup d'État, elle n'est pas d'accord avec, etc. Après, il y a de multiples exemples. Dans les années... c'est dans la jeunesse, quand elle voyage en Italie, elle rencontre des groupes anarchistes de gauche avec qui elle sympathise et elle voit l'horreur du fascisme italien. Elle assiste à la marche sur Rome. En Grèce, elle, qui était la dictature de Métaxas, elle fréquente, j'ai parlé d'Ambirikos, mais elle fréquente j'allais dire une bourgeoisie éclairée, mais qui est quand même plutôt des gens de gauche, etc. Alors après, bon, je vais m'amuser un petit peu. Elle a eu aussi sa période, j'avais écrit un texte en postface d'un texte de Yourcenar que j'avais publié, où je parlais quand Marguerite Yourcenar croyait au grand soir, puisqu'elle a eu sa période communiste. Elle a publié dans les années 20, dans l'Humanité, un texte, un poème qui s'appelle La faucille et le marteau, où elle était proche d'Henri Barbusse, etc. Donc, et elle a exprimé, elle a été proche, son premier éditeur était quelqu'un qui était proche des mouvements à la fois surréalistes et du Parti communiste. Elle est toujours restée fidèle, elle a donné beaucoup d'interviews, elle avait des amis et des gens proches à l'Humanité, entre autres. Elle a donné des interviews où elle parle de toutes ces questions. Et dans ces livres où elle parle de sa famille, les chroniques familiales, elle fait des critiques du système capitaliste, et alors je ne parle pas des États-Unis, parce que là, anticapitaliste, anti-impérialiste, américain, etc., on ne fait pas mieux. Donc Yourcenar est vraiment pour moi une femme profondément de gauche. Sans oublier la nouvelle orientale, Les Emmurés du Kremlin. Exactement, oui. C'est une nouvelle étonnante où elle parle de Lénine qui va se réveiller et les Bogatyr, ces chevaliers russes de légende qui vont revenir et qui vont réveiller la Russie. Mais en même temps, c'est la seule nouvelle qu'elle a supprimée du recueil. Oui. Donc, comme toujours chez Yourcenar, il y a ambivalence parce que. Voilà. Et puis, alors, elle a voté aussi aux États-Unis, et puis son appartenance au mouvement, parce qu'elle a vécu aux États-Unis. À partir de 1947, elle est américaine, et elle vote Kennedy. Elle appartient à des associations contre la guerre du Vietnam. Son travail pour accompagner les droits civiques, contre la ségrégation aux États-Unis, en fait, tout ça, c'est quand même des combats de gauche. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de gauche? Je trouve que c'est très restreint. Oui, non, mais elle-même, elle aurait dit que c'est extrême. C'est parce que le monsieur me disait que Duras serait de gauche et que Yourcenar serait de droite. C'est une idée qu'on entend beaucoup. Et que même Duras... Non, mais... Parce que sa vie, toute sa vie est une vie de femme libre qui découvre des choses. Moi, je l'ai découvert dans la période de mai 68 par un biais tout à fait particulier, par le biais du féminisme. C'est complètement différent. On peut entrer dans
dans l'œuvre de Yourcenar, dans sa façon d'être dans la vie. Ne la mettons pas comme ça dans une petite boîte, surtout pas. Ah non, mais j'ai bien dit Moi, ça que me son fait âge, mal. elle est tout. Non, mais je ne veux pas la mettre. C'était pour répondre à cette idée-là. J'ai donné des exemples précis d'engagements qui sont plutôt des engagements qu'on dirait à gauche. On dirait. Non, mais je veux dire qu'ils sont aujourd'hui classés à gauche, mais elle-même, elle n'aimait pas cette. Et elle-même, voilà, je veux dire, j'ai peut-être elle n'aurait pas dit je suis de gauche, et même elle était très critique avec tout dogmatisme, elle était très claire avec tous les dogmatismes, mais les valeurs qu'elle a défendues. Même sa vie, la vie. Oui, non, mais bien sûr, mais ses choix de vie. Et puis peut-être son engagement, je dirais discret, mais engagement quand même, et ce vernis un peu conservateur, en tout cas l'image qu'on peut en avoir, peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, a motivé son entrée à l'Académie française. C'est-à-dire qu'une Marguerite Duras, je pense, n'aurait jamais, au grand jamais, pu être proposée à Paris. Donc, bien sûr, mais là, la question, c'est que Marguerite Yourcenar, elle n'a pas le côté tapage, le tapageur, c'était la candidate idéale à ce moment-là, historique, qui pouvait être acceptée, bien que cette élection ne se soit pas faite de façon facile, qu'il y a eu des polémiques, qu'il y a eu vraiment terrible. Il y avait à la fois du sexisme, de la misogynie, de l'homophobie, puisqu'il y avait aussi la question de cette femme qui était lesbienne, de ses choix de vie. Elle a vraiment dû endurer beaucoup de choses comme ça. Mais par rapport à ce qu'on dit, moi j'avais trouvé qu'il y a un critique, Jacques Brenner, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a écrit des choses admirables sur Marguerite Yourcenar. Il avait écrit au moment de la sortie de l'œuvre noire, il avait parlé, je trouve que il avait parlé du classicisme subversif de Marguerite Yourcenar. très belle expression. Et moi, je me sers maintenant, quand on me parle de Yourcenar, je parle toujours de ça et je m'utilise à ça Brenner chaque fois. Mais je trouve que c'est ça. Alors voilà, le classicisme au meilleur subversif, parce que chez Marguerite Yourcenar, justement, on n'est jamais. Les gens, à pivot, elle avait eu, elle est anticonventionnelle, les gens conventionnels, elle ne supportait pas ça. Les gens qui font leur choix, c'est son choix de vie. D'ailleurs, la biographie de Josène Savigno qui s'appelle Marguerite Yourcenar, l'invention d'une vie, c'est exactement ça. C'est comment on se crée soi-même, on crée son destin. Et c'est à ce sens-là, comme je l'ai dit dès le départ, pour moi, c'est avant tout une femme libre. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi a-t-elle quitté la France et les États-Unis? Il y a de multiples. En 1939, il y a de multiples raisons. Si je vais dire la version officielle, vous voulez la version officielle? En gros, Marguerite Yourcenar, donc, elle est partie au moment de l'entrée en guerre, du début de la guerre à l'automne 1939. Yourcenar, dans les années 30, elle est une SDF de luxe, elle n'a pas de maison, elle vit, elle voyage et elle vit de longues périodes, beaucoup en Grèce, mais ailleurs, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, etc. Il se trouve qu'en 1937, elle rencontre une femme, une américaine, qui va devenir la femme avec qui elle va vivre, Grace Free, qu'elle rencontre à Paris. Elle fait un premier voyage aux États-Unis avec elle en 1937 et début 1938, si je me souviens bien. Et ensuite, elle revient et Yourcenar, c'est un écrivain qui ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais qui voyage, etc. Et quand est arrivée la guerre, il y avait des choix, à faire. Elle est allée rejoindre, en Europe, elle s'est dit qu'elle n'avait pas tellement de possibilités. Il y avait déjà un projet, et c'est là, cette information-là, on l'a eu récemment par l'excellente biographie publiée en anglais par John Leroy, où il était déjà prévu que Marguerite Yourcenar rejoindre son amie américaine, mais là la guerre a peut-être fait accélérer les choses. On lui a dit, vous pouvez venir aux États-Unis, là vous trouverez des conférences à donner, des cours, etc. Au début de la guerre, on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps, elle y est allée, et puis
finalement, elle y est restée. Et finalement, elle a pris la nationalité américaine. Elle s'est installée avec sa compagne, avec qui elle a vécu jusqu'à la mort de celle-ci. Voilà. Après, la question de la motivation, pourquoi elle n'est pas revenue après la guerre, là aussi, il y a différentes façons de voir les choses, puisque Yourcenar avait l'air de dire qu'elle est revenue régulièrement, mais que simplement, elle avait trouvé à un moment donné une maison où poser ses livres, où s'installer, où travailler loin de... et que... Elle était bien là-bas. Voilà, après, est-ce qu'elle était... Voilà, là, j'allais dire, les biographes, les chercheurs ne sont pas d'accord sur est-ce qu'elle était si bien là-bas ou pas. Mais justement, il y a eu un livre, une biographie excellente qui est sortie aux États-Unis l'année dernière, qui raconte voilà, qu'elle s'était vraiment créée une vie à la fois intime avec Grace Frick, et qu'ensuite, voilà, de toute façon, c'était poursuivre son œuvre et elle pouvait la poursuivre en étant aux États-Unis. Et puis Grace Frick a été malade, elle a eu un cancer. Voilà, et après l'histoire de savoir, sa compagne, a eu des maladies et Yourcenar est resté auprès d'elle pour la soigner, pour s'occuper d'elle, etc. Mais moi j'avoue, voilà, chaque fois que je raconte cette histoire, c'est un passage que je n'ai pas encore bien compris de la vie de Marguerite Yourcenar. Je lis les différentes biographies, les différentes correspondances. Et moi-même, j'ai raconté un peu cette relation, je ne suis pas vraiment développé, enfin, j'ai raconté ce que je ressentais, parce que c'est vraiment un portrait subjectif par rapport à le fait qu'elle soit restée aux États-Unis. Mais oui, il y a plein de choses qui font que dans une vie, on fait des choix. Mais Yourcenar, par exemple, à tout moment, elle dit, j'ai pas vraiment fait de choix. C'est le destin qui m'a amené là, et puis je suis resté, puis puisque tous mes livres étaient là, on s'était installé, on avait des amis, la maison était là, on est resté. Mais elle dit aussi, oh, mais j'aurais pu aussi vivre là, que c'est la même chose si j'avais été dans un village de la campagne anglaise, parce qu'elle aimait beaucoup l'Angleterre, ou en Bretagne, au bord de la mer, etc. Alors que là, on s'est rendu compte que justement, et là, il y a eu d'autres livres très intéressants sur Yourcenar et les États-Unis. Ce qu'a apporté, c'est que finalement, et là, le côté politique, il y a un avant et après par rapport à la prise de conscience sur plein de choses, parce que sa compagne, Grace Frick, était quelqu'un de très politique, alors vraiment de la gauche américaine qui soutenait, elle venait du Sud et elle était choquée par la ségrégation, etc. Et c'est elle qui l'a amené presque à s'engager, à faire partie des associations locales contre la guerre du Vietnam, où on a vu Marguerite Yourcenar manifester à Bar Harbor contre la guerre du Vietnam dans les années 60. Tout ça, c'est... Donc il y avait un côté aux États-Unis, puis aux États-Unis, elle a découvert aussi cette nature sauvage, ces grands espaces qui va alimenter sa réflexion sur cette terre qu'il faut préserver, etc. Donc il y a de multiples raisons qui ont fait qu'elle est... Mais en fin de compte, après le décès de Grace Frick, elle a recommencé à voyager. Oui, elle a voyagé, mais elle aurait pu... certains pensaient qu'elle allait quitter complètement les États-Unis pour se rapprocher de la France, de l'Europe, etc. À un moment donné, il semblerait qu'il y ait eu question de cela. Ça, c'est le témoignage que j'ai d'Yvon Bernier, de repartir en France et de s'installer peut-être en Bretagne, ou en Europe, en Angleterre, qu'elle aimait beaucoup pour être plus proche de Paris, etc. Elle ne l'a pas fait. Elle a voyagé et après, elle a eu quand même une vie quand même assez tourmentée. Avec son dernier compagnon, Jerry Wilson, a été prise quand même dans d'autres problématiques. Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné sur Yourcenar et que j'ai toujours du mal à comprendre, que vous pourrez éclairer là-dessus, c'est par rapport à son rapport à sa mère. Parce que, donc, vous l'avez dit, sa mère elle est morte 10 jours après sa naissance, et elle le fait dire que sa mère, un peu tout, c'est difficile d'attacher une femme qu'on ne connaît pas, et que quand elle se moque un peu, et là ça tombe, la tombe de sa mère, elle va très tard dans sa vie. Et en même temps, même Josette Savignon, dans sa biographie, elle en parle très peu de son rapport à la mère par rapport à Yourcenar. Et pourtant c'est bizarre, parce qu'on sait qu'elle a fêté son anniversaire un peu avant, un peu après, qu'elle a quand même écrit un bouquin entier sur la famille de sa mère. Quel est son rapport avec alors,
pour moi, ce que dit Marguerite, alors c'est très intéressant, ce que dit Marguerite par rapport à sa mère, tout simplement, c'est quelque chose qu'on connaît tous, et que Marguerite Yourcenar, c'est le déni. On est complètement dans du déni. Enfin bon, là, il y a eu des psychanalystes qui ont analysé, et surtout, il y a quelques années, il y a eu une très bonne étude qui s'appelle Marguerite Yourcenar, une écriture en mal de mère, qui est vraiment qui est une étude psychanalytique que j'avoue que je ne me souviens pas mais, du nom de l'auteur Carole. Voilà, que j'avais trouvé ce travail formidable, qui éclairait les personnages de mère dans les romans de Marguerite Yourcenar. Je me souviens de la mère d'Alexis, d'autres personnages, la mère d'Ida, de tous ces personnages-là, et qui vraiment montrait que, j'allais dire, le traumatisme, enfin là, moi je ne suis pas spécialiste de psychanalyse, mais le traumatisme, pour moi, de la mère et des mères, puisque Yourcenar, elle dit, oui, j'ai pas ma mère, mais elle ne cesse de vouloir se créer des mères de substitution. De Barbe, de Jeanne ensuite, d'idéaliser des femmes qui étaient... Alors, voilà, donc c'est très compliqué. Je crois que ça l'a gassé vraiment cette idée qu'on la ramène toujours à la petite fille qui n'a pas... En plus, c'est évident qu'il y a vraiment un déni parce que forcément, Marguerite Yourcenar a été dans ce milieu de l'aristocratie, avec les petits cousins, les gens qu'elle croisait, etc. C'était celle qui n'avait pas de mère, et qui était gardée par des bonnes, des nourrices, etc. Et qui était avec un père qui était beaucoup plus âgé, etc. Donc forcément, elle a dû... Parce qu'à un moment donné, elle dit, mais non, mais voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas de mère, on peut très bien se... Et en plus, elle réduit, et c'est là où on voit que c'est vraiment le déni, puisque en gros le père avait beaucoup j'allais dire, de maîtresses, de compagnes, des femmes que la petite fille voyait entourer son père, et elle dit en gros, j'avais autour de moi suffisamment de femmes qui m'offraient des bonbons et des dentelles, comme si une mère, ça servait seulement à offrir des bonbons et des dentelles, donc en gros, à quoi ça me servait une mère? J'avais une bonne qui me lavait, mon père pour lire, puis il y avait des dames de temps en temps m'amenaient des bonbons et un petit jouet. Ça sert, voilà, je n'ai pas eu besoin de mère. Donc on est vraiment, d'après moi, dans du déni. Il y a une vraie souffrance et c'est pour ça que je me réfère à cette étude qui est vraiment formidable. Les personnages de mère chez Marguerite Yourcenar, on pourrait dire de mère et de femme, parce que voilà, il y a aussi peut-être à un moment donné, je ne veux pas parler de haine du féminin, mais dans certains aspects, il y a l'idée, voilà, parce qu'en gros, c'est quand même, psychanalytiquement, j'en ai parlé avec un psychiatre, une histoire de, elle a tué sa mère, puisque ça, je veux dire, il y aura toujours cette culpabilité de Marguerite Yourcenar en donnant, elle est venue au monde, et la mère, puis elle raconte aussi l'histoire que son père, je ne sais plus qui va voir qui, et qui lui dit, pour lui dire que la mère, ah bon, et elle lui dit, ah, et la petite a été sauvée, et d'un air de dire, ah ben là, vous êtes sur les bras avec une petite fille, bon, en gros, ça aurait été mieux si aussi la petite fille, elle était... Il y a tout un tas, une idéologie comme ça, et qui fait que Yourcenar, elle s'est construite contre cette image-là. Et vraiment en essayant de la... C'est dans Archibald que les éléments représentant c'est le souvenir pieux, où elle parle de ça, mais elle revient à plusieurs reprises cette histoire-là. Mais pour 10 ans, ça ne m'a pas en gros dérangé. Si c'est dans Souvenir pieux, c'est le premier tome des chroniques. Oui, c'est autour du côté, c'est là où elle fait un portrait de Fernande, sa mère, d'ailleurs qu'elle n'appelle pas sa mère. Aussi, sa mère est devenue un personnage, il y a aussi le repris, c'est Fernande. Et alors, Est-ce que c'est dans ce livre-là où elle donne un panorama de l'existence de la vie, justement, dans les monts Flandre parce que... Ça, c'est dans Archives du Nord. Où elle remonte toute l'histoire, mais là, c'est parce qu'elle se sent, voilà, on est passé, parce que sa mère, c'est le Hainaut. On est en Belgique. Et après, on vient en France, du côté de la Flandre française, etc. Et là, c'est les Cléneverts de Créancourt. Là, on était sur les quartiers de marché. Et donc, c'est dans ce côté-là où elle fait ce très beau voyage
fantastique, littéraire, d'une invention. Justement, à l'instant, je me dis que peut-être qu'elle a écrit ça parce que justement, elle n'avait pas de mère. Parce que c'est quelque chose que, enfin, c'est là que j'ai vraiment eu une émotion avec Marguerite Yourcenar, ce panorama d'Archives du Nord. Oui, Archives du Nord. Et à l'instant, quand vous en parlez, je me dis qu'au fond, elle n'avait pas de mère qui, quelque part, qui la protège. Donc elle a pu inventer ce scénario, sa généalogie. Parce que, oui, après, il y avait le côté aussi, en gros, elle dit souvent, elle a plusieurs reprises, en gros, si elle ne regrette pas sa mère, c'est qu'elle pense que si elle avait une mère, elle aurait eu une éducation plus conventionnelle que le fait d'être élevée par un homme. Et puis surtout, on lui a rappelé ce fameux, soi-disant, entre guillemets, parce que tout ça, ce que son père lui a rappelé, parce qu'en gros, elle a des sources qui sont quand même du père, souvent, que sur son lit de mort, Fernande aurait dit, puisqu'elle savait qu'elle était en train de mourir, etc., si un jour la petite veut rentrer dans les ordres, qu'on ne l'empêche pas. Et là, alors ça, elle cite cette expression-là, je ne sais plus où, et elle dit, en gros, ma mère m'a assigné à ça. Déjà, elle fait une interprétation. Parce qu'en gros, le départ, la formule qui m'a été rappelée, c'est en gros, si elle montre des trucs pour la vocation religieuse, ne l'empêchez pas, ça veut dire laissez-la dans son choix. Mais on ne lui a jamais dit, elle ne dit pas, envoyez-la au couvent. Et Yourcenar dit, ah, tout de suite, ma mère, elle m'a mis dans un truc comme ça, et puis elle dit qu'elle aurait eu forcément l'éducation des petites filles de l'époque, la broderie, parce que je remets dans le contexte, l'éducation des filles au début du XXe siècle, dans ce milieu de l'aristocratie, on ne les préparait pas à faire des humanités, etc. C'était de la leçon de piano, il y avait aussi des livres très intéressants de personnages de l'époque, comment l'éducation était faite, et Yourcenar, elle a échappé à ça. Parce que non seulement elle n'est pas allée à l'école, mais elle a appris de façon livresse, différente, mais elle n'a pas eu les cours de broderie, on ne lui a pas appris toutes ces choses-là. Et elle a l'impression que sa mère, Fernande, qui pourtant avait l'air quand même une jeune femme plutôt très libre, qui a vécu des... Enfin, déjà l'histoire avec le père, c'est une histoire un peu comme ça, libre, elle est partie en voyage, etc. Qui était dans la famille un peu anticonventionnelle, qui est un peu artiste et tout ça, mais elle s'est dit, avec un couple comme ça aurait été beaucoup plus conventionnel. Alors finalement, là, le fait d'être un peu laissé à moi-même, que ce soit mon père qui s'est occupé sans s'occuper de moi quand on me mettait avec des potes, et que je pouvais faire un peu ce que je voulais, ça m'a permis de me construire librement. Voilà, après, c'est aussi une interprétation. Il y a des gens qui ont eu... C'est une reconstruction. Et souvent, chez Yourcenar, il y a ça. Comme chez beaucoup de gens, en fait, je pense. Il y a un écrivain dont j'ai perdu le nom, que j'ai le bouquin chez moi, que j'ai lu, je vais relire, qui rappelait que 95% des grands créateurs, écrivains, littéraires, politiques sont des orphelins. 95%. Il citait une liste impressionnante. Alors, est-ce que vous diriez, vous, qu'elle a été quelque chose de grand et d'important parce qu'en féminin? J'ai pas fait, j'avoue, d'études là-dessus, je m'avancerai pas, je connais pas, non, Parce qu'elle a plus sa mère, et les psychanalystes disent qu'il faut aussi tuer le père. Donc on est dans les deux cas de figure, on a plus sa mère, donc il y a une création possible, où les psychanalystes disent après, ce qui est certain chez Yourcenar, c'est que l'influence, forcément, puisqu'elle n'a pas connu son père, l'influence du père, sa mère, pardon, voilà, elle n'a pas connu sa mère, l'influence du père, elle a été, je dirais, écrasante. Et vraiment, la relation qu'elle a créée avec son père, est là vraiment une relation tout à fait exceptionnelle, tout à fait particulière. Voilà. Et que, je ne dirais pas que sa vocation d'écrivain, mais le père, très tôt, dans les premiers écrits de Marguerite Yourcenar, dans même la complicité autour de la littérature et tout ça, il a été important. Bon, il y a aussi ce côté que Marguerite Yourcenar a terminé un texte écrit par le père, le premier soir, une nouvelle. Le père, quelquefois, il avait eu l'idée d'écrire des poèmes, etc. Mais il n'avait jamais mené à bien. Il avait écrit un texte qui
qui est d'ailleurs assez intéressant. Le premier soir, c'est l'histoire d'un personnage qui ressemble un peu au père, qui raconte, avant la nuit de noces, le premier soir où il est en voyage de noces, où ils arrivent dans un hôtel, et où là, pendant que sa jeune épousée est dans sa chambre et se prépare dans sa toilette, lui, il va, je crois, dans le salon de l'hôtel, etc. Et il réfléchit, etc. Il avait écrit ce texte-là, bon, il y a un regard déjà désabusé, parce qu'il voit le mariage, il rentre dans les conventions, etc. Et il avait écrit, et Yourcenar très jeune, il avait donné à Yourcenar en lui disant, mais voilà ce texte, tu pourrais le retravailler, etc. Et le faire publier dans une revue, ça s'appelle Le Premier Soir. Elle a repris, donc elle a récupéré une histoire qui était quand même... Déjà, un père qui donne à sa fille un texte comme ça, sur ce thème-là, et pour lui dire tu vas le refaire, mettre à ta sauce et le publier, voilà. Il y a vraiment des liens qui sont souvent assez particuliers. Et jusqu'à la fin aussi, jusqu'à la mort, puisqu'elle a accompagné aussi son père en Suisse, qui est mort d'un cancer, et elle a eu un compagnonnage tout à fait particulier. Mais quand même, on sent bien aussi que même, bon, il y a eu une libération, parce que 1929, c'est la mort du père, quelques mois avant la sortie de son premier roman, pas de son premier livre, puisqu'elle l'avait déjà publié, mais son premier roman, Alexis au Trésor combat. Et là, quelque part, Marguerite Yourcenar, là, elle peut s'épanouir, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de père, elle est seule au monde, et elle se crie et elle s'invente. Et ça va être tumultueux.